Espagne. Alex Biggerstaff. Et salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de l'After Espagne, votre rendez-vous 100% espagnol. Je vous rappelle qu'on est disponible en podcast sur l'appli RMC, à télécharger sur toutes les plateformes, mais aussi sur YouTube et sur l'After Foot TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Álvaro Arbeloa. Il est le nouvel entraîneur du Real Madrid depuis le début de la semaine, après avoir succédé à Xabi Alonso. Des débuts compliqués pour l'ancien latéral du Real Madrid qui a concédé une élimination marquante en huitième de finale de la Copa del Rey sur la pelouse d'Albacete. Arbeloa va-t-il pouvoir tenir un vestiaire souvent qualifié d'impossible à manager? En somme, Arbeloa n'est-il qu'un simple intérimaire? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans l'After Espagne. Au casting, notre drôle de dame en direct de Madrid, Edgar Grollo. Salut Edgar. Salut Alex, salut à toutes et à tous. Et aussi une personne très bien placée pour parler de Xabi Alonso et surtout d'Álvaro Arbeloa, puisqu'il a été leur coéquipier entre 2007 et 2009 du côté de Liverpool. C'est l'ancien portier des Reds, Charles Itange, qui est avec nous dans l'After Espagne. Salut Charles. Salut Alex, salut à tous. Et merci Charles d'être avec nous aujourd'hui, parce que je sais que c'est un jour important, toi qui es l'entraîneur des gardiens du FC Versailles en national, match face au leader tout à l'heure, donc merci de nous accorder du temps ce jour si important pour toi et l'équipe. Avec grand plaisir. On va parler de ton ancien coéquipier Álvaro Arbeloa donc pour ce podcast de l'After Espagne, et c'est parti sans transition. On parle d'Álvaro Arbeloa d'abord en tant que joueur. On va vous montrer son parcours déjà à l'époque, parce que c'est quand même une sacrée carrière pour l'ancien latéral du Real Madrid. Vous allez voir, joueur professionnel de 2003 à 2017 en tant qu'arrière droit, international espagnol aux 56 sélections, surtout champion du monde avec la Roja en 2010, champion d'Europe par 2 fois en 2008 et 2012 avec le fameux triplé espagnol. Il a été formé au Real Madrid, il a rejoint Liverpool en janvier 2007 et il y évolue pour 2 saisons en disputant notamment une finale de Ligue des Champions perdue face à l'AC Milan. Il revient en Espagne en 2009 au Real bien sûr et disputera là au final plus de 230 matchs quand même avec le club merengue. Il remportera surtout 2 Ligues des Champions, 2014 et 2016 pour Álvaro Arbeloa. 238 matchs donc officiels, 8 titres, une période faste du Real Madrid. Sacrée fiche pour un joueur, mais qu'en est-il en ce qui concerne Arbeloa, l'entraîneur? Edgar, est-ce que tu peux nous éclairer sur son profil de coach Arbeloa? Oui, alors on en dit le plus grand bien depuis plusieurs années à Madrid, puisque depuis 2020, il est dans différentes catégories de jeunes au centre de formation du Real Madrid. Il est passé par plusieurs catégories jusqu'à arriver jusqu'au Castilla, donc la réserve principale du Real Madrid où il a commencé cette saison. Il les laisse quand même à la 4e place de 3e division, donc c'est pas rien. Il faut se rendre compte quand même que la réserve est en 3e division, donc c'est comme si on avait un entraîneur qui avait de bons résultats en national, par exemple. En France, c'est pas rien. Avant ça, il a brillé aussi avec les Juvéniles A, notamment une saison 2022-2023 où ils avaient remporté 3 titres, où il avait brillé avec des joueurs maintenant qu'on connaît bien. Gonzalo Garcia, qu'il a retrouvé dans l'équipe première cette saison. Nico Paz aussi, qui brille du côté de Como en Italie maintenant. Ils avaient une très très belle génération. Il s'est forgé la réputation vraiment d'un coach à succès et surtout respecté par ses joueurs. Et puis dans le style de jeu d'un coach dont les équipes jouent avec énormément d'intensité, souvent avec du pressing et qui savent jouer, on va dire, rapidement, de manière verticale vers l'avant quand il le faut. Alors on va s'intéresser à Arbeloa, mais juste avant j'aimerais rappeler quand même les chiffres de Xabi Alonso, à qui il a succédé du côté du Real Madrid. Vous allez voir Xabi Alonso qui a pris les rênes du Real après avoir entraîné avec succès le Bayer Leverkusen. 34 matchs, 24 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites. C'était une moyenne de 2,24 points en moyenne donc par match pour Xabi Alonso. J'aimerais revenir sur l'époque de joueurs, surtout d'Arbeloa et de Xabi Alonso, puisqu'ils étaient tous ensemble dans le même club à l'époque avec Charles Itange. Charles, comment était Arbeloa, comment était-il avec Xabi Alonso, comment était-il au sein du vestiaire de Liverpool, avec aussi des cadors, des légendes comme Steven Gerrard? Quel type de personnalité on a affaire avec Arbeloa? Déjà, c'est pas intimide, hein. C'est pas intimide, c'est un garçon qui aimait bien avoir la bonne blague, qui était souvent amené à discuter un petit peu avec tout le monde, en fait, avec les Anglais, avec le reste du monde, comme on aimait bien s'appeler.
C'est un garçon qui savait qu'il avait peut-être un peu moins de qualité que les autres, mais qui qui a en tout cas fait sa carrière sur beaucoup de disciplines et d'abnégation. Par rapport à sa proximité peut-être avec toi, est-ce que tu partageais voilà, des moments plutôt complices? Est-ce que c'était, tu le disais dans la personnalité, quelqu'un de tout sauf timide? Est-ce que c'était vraiment un blagueur de vestiaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui était très à l'aise avec tout le monde? Ça allait du staff aux joueurs, avec les supporters même? Ouais, parce qu'en plus, à l'époque, son anglais n'était pas fameux, hein. Et la chance qu'il avait, était que il y avait pas mal de joueurs espagnols dans le vestiaire. Moi, je me souviens qu'une fois, enfin, dans mes premiers entraînements, je comprenais pas qu'il soit parfois si facile, alors que je voyais qu'avec les pieds, c'était pas vraiment le niveau des autres joueurs. Mais il avait la fâcheuse habitude de faire des coups du foulard, là, à l'époque, là, je sais pas comment on appelle ça maintenant, mais et une fois, il m'a fait ça, il a marqué à l'entraînement, et je lui ai fait comprendre que ça me plaisait pas. En fait, plutôt que d'être intimidé, il a rigolé, quoi. Donc là, je me suis dit, mais en fait, il a vraiment un pète au casque, le mec, hein. Et c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est surtout beaucoup axé sur l'humain et beaucoup axé sur, en fait, sur la discipline et sur le fait d'avoir une cohésion collective qui lui permette, en tout cas, de briller et d'optimiser ses qualités. Sur le peu qu'on a vu depuis sa prise de fonction au Real Madrid, Edgar, rapidement, c'est la personnalité qu'on retrouve, comme l'a décrit Charlie Tange? Oui, exactement. Et c'est cette personnalité que décrit Charles qu'on retrouvait aussi dans les catégories jeunes. Il est réputé pour être quelqu'un d'assez chaleureux. Effectivement, Charles parlait d'un blagueur, quelqu'un d'assez accessible, qui parle avec tout le monde, mais aussi quelqu'un qui n'hésite pas à rentrer un petit peu dedans, qui n'hésite pas à recadrer ses joueurs s'il y a quelque chose à dire, qui va y aller. Et c'est sûr qu'il y a une différence avec Xabi Alonso, à qui on a reproché parfois d'être pas assez chaleureux, d'avoir peut-être une communication un petit peu trop distante et qui, on va dire, tranchait avec le comportement et la façon d'être de Carlo Ancelotti avant lui. Et c'est cette transition aussi qui a été compliquée. Avec Arbeloa, on retrouve peut-être un entraîneur qui va être un petit peu plus proche des joueurs, tout en évidemment n'hésitant pas à dire quand quelque chose ne va pas. Ouais, on a compris, sa personnalité tranche donc avec son prédécesseur Xabi Alonso. Charles, est-ce qu'à l'époque déjà, en tant que joueur, Arbeloa parlait de reconversion en tant que coach? Est-ce qu'il avait déjà des sentiments, des petites fibres tactiques à discuter avec ses coéquipiers ou avec le staff? Est-ce qu'il prenait souvent la parole là-dessus? Est-ce que tu sentais déjà qu'il avait un potentiel de futur coach? Bah, j'ai très vite compris que les coachs les plus talentueux ou ceux qui ont le plus de résultats sont généralement, pas tout le temps, hein, c'est pas récurrent, mais disons que les coachs avec un peu moins de talent sont ont souvent été des joueurs qui ont dû réfléchir plus que les autres, j'ai envie de dire. Voilà. Arbeloa, moi je pense que je suis pas complètement étonné, moi, de le voir entraîner aujourd'hui, parce que il aime rassembler, mais il aime bien aussi, mais il sait se faire respecter aussi. C'est vrai qu'à mon époque, où dans le vestiaire de Liverpool, il y avait beaucoup d'ego, beaucoup de joueurs qui avaient une manière de parler assez directe. On a parlé de Xabi Alonso, ce qui s'est passé à Madrid. Moi, je suis pas étonné parce que je l'ai connu et c'est vrai que, je dois dire, ça a été tendu quelques fois entre nous. Donc ouais, non, mais c'est un entraîneur qui, je pense, aura la capacité de gérer ces égos-là, parce que le fait d'être rassembleur, c'est la première des choses. C'est-à-dire faire en sorte que les mecs aient envie d'être ensemble, aient envie de faire les efforts ensemble, de s'entraîner ensemble. Ça colle totalement à la fibre de ce qu'il était comme joueur. Et en tant qu'entraîneur, c'est un truc qui se transfère plutôt bien. Donc je pense que lui arrivera à rester à sa place, à donner de la place aux joueurs, mais également à imposer un cadre afin que l'équipe soit performante. On l'entendait, Edgar, nous parler du comportement donc d'Arbeloa du côté du Castilla madrilène. On va s'intéresser aussi à ses inspirations. Qu'est-ce qui l'a fait devenir coach aussi à Arbeloa? Et on a un petit indice. On va parler du mouriniste notamment. Je vous propose d'écouter Álvaro Arbeloa sur son inspiration principale, un certain José Mourinho.
Pour moi, c'était un privilège et un honneur d'être entraîné par José Mourinho. J'ai une grande relation avec lui, même si je ne lui ai pas encore parlé. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur moi, et ça, je le porte en moi. Je vais être Álvaro Arbeloa. C'est vrai que je n'ai pas eu peur de l'échec, je n'ai jamais eu peur, mais je suis sûr que si j'essayais d'être Mourinho, j'échouerais lamentablement. C'est marrant, sa prise de parole. Edgar, justement, quand on parle du profil d'Arbeloa et de cette mentalité comme nous décrivait Charles, c'est vrai que ça tombe de sens que ça soit un José Mourinho qui l'inspire, du coup. Oui, et il en a parlé de multiples fois. C'est pour ça qu'il est très associé à José Mourinho. Et notamment, il avait dit en 2017 sur le plateau du Chiringuito, je suis mouriniste. Et être mouriniste, pour lui, ça voulait dire toujours assumer qui il était et ne pas avoir peur d'être qui il est, c'est-à-dire de ne pas se plier aux autres, ne pas se plier à telle ou telle situation pour renier un petit peu ses principes. Et donc c'est sur cela qu'il base sa personnalité en tout cas et qu'il a envie qui se décrit en tant qu'entraîneur aussi. Est-ce que tactiquement, il peut aller chercher aussi des inspirations chez José Mourinho au-delà du profil de personnalité ? Oui, on imagine, lui il dit que José Mourinho a eu une influence forcément sur lui. D'autres parlent aussi de l'exemple de Jürgen Klopp, un petit peu plus récent. Je pense que c'est un entraîneur finalement qui ne va pas être dogmatique, qui va ouvrir un petit peu toutes les possibilités, tester différentes choses et qui fera aussi en fonction de son groupe et qui voudra être pragmatique. Et je pense que la chose numéro 1 qu'il retient de José Mourinho, c'est la gagne et c'est l'envie de gagner. Et il l'a répété de nombreuses fois déjà dans ses quelques conférences de presse depuis qu'il est arrivé à la tête de l'équipe première. Lui, ce qui compte pour lui, c'est pas le beau jeu, c'est pas de jouer de telle ou telle façon, c'est de gagner parce qu'il sait où il est, il sait qu'il est au Real Madrid et que à la fin, les gens ne le jugeront que pour le palmarès qu'il aura pu éventuellement rapporter au Real Madrid. C'est la question dans l'After Espagne. Aujourd'hui, le nouvel entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, je savais que j'allais la faire. Est-il un simple intérimaire ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. On en parle tout de suite dans un instant avec Edgar Grollo et Charlie Tange. Retour dans l'After Espagne pour parler d'Álvaro Arbeloa, le nouvel entraîneur du Real Madrid avec Charlie Tange, notre invité, et Edgar Grollo, notre drôle de dame du côté de l'Espagne. On a dressé son profil à Álvaro Arbeloa, les amis. On va maintenant parler de l'actu et de cet épisode malencontreux pour lui, puisque sur sa première sur le banc du Real Madrid, c'est une défaite assez marquante cette semaine. C'était mercredi, un très mauvais départ, élimination en 8e de finale de la Copa del Rey pour le Real d'Arbeloa sur la pelouse d'Albacete, dans un scénario complètement fou, 3-2 sur les dernières minutes pour le club de division, deuxième division espagnole. Edgar, j'aimerais que tu reviennes pour nous sur cet épisode marquant, parce qu'il était attendu au tournant en Espagne. Tu vas nous décrire comment la presse aussi a réagi à cet échec-là et comment les supporters du Real ont réagi, mais ça a fait une très mauvaise image pour des débuts. Oui, forcément. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ce match aussi, c'est que c'est pas un miracle en fait qu'Albacete gagne, parce que quand tu regardes le contenu du match, ils ont cadré autant de tirs que le Real Madrid. Le Real Madrid n'a marqué que sur corner, et il marque dans les arrêts de jeu de la première période et dans les arrêts de jeu de la fin du match, avant de se prendre encore un but après à la 94e minute. Donc c'est tout sauf anormal de voir Albacete sur le contenu du match, je parle évidemment, passer, même si évidemment Albacete pour passer a eu de la réussite et tout ce que vous voulez. Le Real Madrid a vraiment pas fait une très bonne prestation. On a vu évidemment des choses différentes de ce qu'on voyait avec Xabi Alonso, notamment le rôle des latéraux qui était extrêmement offensif. On a vu beaucoup de pressing haut, mais pas forcément sur les 90 minutes. Et ce qui était inquiétant surtout, c'était dans l'attitude de certains joueurs, Vinicius Junior, et en plus de ça, le fait de craquer mentalement comme ça sur la fin, de se prendre un but sur un ballon en profondeur à la 94e face à une équipe de deuxième division. Ça a donné une mauvaise image de ces débuts-là, et c'est pas forcément Álvaro Arbeloa qui a été porté responsable de cette défaite. Ce sont surtout les joueurs, parce qu'on s'est dit ok, on a changé de coach et finalement on voit les mêmes défauts qu'avant, et beaucoup de supporters effectivement sont tombés surtout sur les joueurs et attendent maintenant une réaction des joueurs pour remédier à la situation actuelle du Real, forcément, Alex.
Juste avant de continuer sur le regard de la presse par rapport à cette première, Charles, t'en as pensé quoi, toi, justement, de cette première d'Arbeloa sur le banc? Et quand on doit manager le Real Madrid, on sait qu'on doit manager le plus grand vestiaire du monde, celui qui est rempli d'ego dans toute la pièce. Pour une première, de sortir une défaite, il s'est privé de certains cadres également. Il a dû faire des choix. Comment t'as pensé qu'il avait vécu cette première, toi, Charles? Je pense... c'est une première difficile. C'est une première difficile parce que tu es battu par je crois que c'est... c'était quoi, 17e de deuxième division, c'est ça? Oui, c'est pas dans les leaders, ouais. Voilà, donc c'est sûr que pour une équipe comme un club comme le Real, c'est une énorme contre-performance, d'autant plus pour lui parce que c'était son premier match, mais je trouve qu'il était quand même courageux de se passer de cadre à ce moment-là pour une première. Je trouve ça courageux. Alors, ça a certainement été fait en bonne intelligence avec les joueurs qui comptent dans son effectif, mais c'est vrai que je pense que c'est pas là-dessus qu'il faudra le juger. C'est pas là-dessus qu'il faudra le juger. C'est une première, tu la joues à Albacete, tu perds. C'est pas, pour moi, c'est grave pour le Real Madrid. C'est pas un bon départ pour lui, mais c'est les matchs de championnat qui arrivent d'ailleurs ce week-end là. Je crois que ça sera demain contre Levante, effectivement, voilà, qui est 19e de Liga. Voilà, donc c'est déjà, mais pour moi c'est un gros match parce que finalement si tu perds contre le 17e de deuxième division et tu perds ensuite contre Levante 19e de Liga, ça va. Mais non, c'est pas un des bons pour lui, c'est pas un bon début pour lui, mais il faudra juger un peu plus tard. On posera la question à Edgar aussi, qui sont les grands gagnants de la nomination d'Arbeloa dans le vestiaire, puisqu'on sait qu'il y avait aussi des frictions avec Xabi Alonso par rapport à certains de ses joueurs. Juste avant qu'Edgar réponde à cette question, on va écouter justement Arbeloa. Tu étais à la conférence de presse tout à l'heure du Real avant d'affronter Levante, Edgar, et on écoute Arbeloa qui s'exprime sur la mentalité en gros qu'il désire. Je comprends que les gens cherchent des coupables, mais moi je cherche des solutions. Si les choses ne vont pas bien, c'est de ma faute, c'est que je dois mieux aider les joueurs, que j'explique mal ou que l'on ne s'est pas compris. Je me sens responsable. J'aime que ce que je dis à mes joueurs reste dans le vestiaire, mais je leur ai raconté cette anecdote. J'ai beaucoup attendu avant de gagner ma première Ligue des Champions, c'est arrivé après des années de difficultés et de sacrifices, et c'est arrivé quand je n'y croyais presque plus. Et puis un jeune joueur avait remporté son premier titre et m'a dit « L'année prochaine, on vise un autre titre ». Je l'ai raconté aux joueurs et je leur ai dit « Ce joueur, c'est votre capitaine, la mentalité du Real, c'est ça, toujours passer au prochain objectif ». Bon, il y a une référence forcément à Dani Carvajal. Là-dessus, il va s'appuyer sur des cadres. Edgar, qui sont vraiment les grands gagnants dans la nomination d'Arbeloa sur le banc du Real au sein du vestiaire madrilène? Évidemment, on imagine qu'il va compter sur Dani Carvajal justement pour être l'un de ses relais au sein du vestiaire et sur le terrain. Mais les grands gagnants sur le papier sont Vinicius, d'abord, qui se plaignait de son statut et qui avait une relation assez froide avec Xabi Alonso. Fede Valverde, si d'ailleurs je devais n'en garder qu'un, je dirais peut-être surtout Fede Valverde, qui lui devrait beaucoup plus souvent retrouver un poste au milieu de terrain, parce que c'est vrai que cette saison, on l'a surtout vu au poste de latéral droit et c'est pas une position qu'il apprécie particulièrement. Après, quand on regarde un petit peu le reste de l'effectif, il y a énormément de joueurs qui ont des cartes à jouer. Il y en a d'autres qui vont devoir finalement prouver comme s'il repartait de zéro, comme Arda Güler qui était l'un des chouchous de Xabi Alonso en début de saison. Là, il va falloir recommencer, il va falloir montrer qui il est de nouveau pour retrouver une place de titulaire. Mais globalement, je pense qu'Arbeloa va se reposer sur les cadres et que donc des Valverde, des Vinicius, des Bellingham vont forcément pouvoir profiter de son arrivée. Et quand on parle de Kylian Mbappé, oui, il avait une très bonne relation avec Xabi Alonso. Oui, il aurait aimé pouvoir continuer avec Xabi Alonso parce que il l'appréciait. Lui n'est ni perdant ni gagnant de ce changement en termes de statut. Évidemment, le jeu va continuer à être construit aussi autour de lui et il va continuer à être un titulaire indiscutable devant. Bah justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Edgar, il y a une preuve qui date de 2018. Tu avais retrouvé ce tweet de Arbeloa justement sur Kylian Mbappé. Alors, c'est assez fantasque. Ça recolle aussi sur ce que disait Charlie Tante sur la personnalité du garçon. On va vous le montrer peut-être ce tweet, mais voilà, qui date de 2018 où Arbeloa s'exprime sur Kylian Mbappé. Mbappé est comme le jeune Luke Skywalker. Il y a une belle référence à Star Wars. Tu sais que tôt ou tard, il dominera le monde. C'est un monstre. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'Edgar, tu dis
disais, il n'y a pas de gagnant-perdant pour Kylian Mbappé. C'est sûr qu'il va compter sur son attaquant, mais il y a limite une admiration, en tout cas déjà ancienne pour Arbeloa, pour Mbappé. Oui, après Alex, je sais que c'est pas le thème du podcast, hein, mais pour ceux qui ont déjà vu Star Wars, je sais pas où il est allé la chercher. Hein. Parce que Luke Skywalker, il était pas à Clairefontaine quand il était petit. Il savait même pas ce que c'était un Jedi. Donc on l'a vu venir de beaucoup plus loin que Kylian Mbappé. Mais bon, on a compris l'idée. On a compris l'idée, c'est le plus important. On a parlé du vestiaire. Il y a aussi forcément le staff qui implique qu'il y a des changements du côté du staff du Real avec la nomination d'Arbeloa. Et il y a un retour, en tout cas, d'une personnalité forte aussi du Real Madrid. C'est Antonio Pintus, Edgar Grollo, qui fait son retour aussi. Oui, alors il avait été un petit peu relégué à un rôle secondaire après l'arrivée de Xabi Alonso, il avait été renommé performance manager, c'est-à-dire que il était un petit peu en retrait des terrains et il retrouve ce poste de préparateur physique, de chef de la préparation physique, donc c'est-à-dire qu'il est de nouveau au plus près des joueurs sur le terrain, à l'entraînement, au plus proche d'Alvaro Arbeloa, c'est lui qui gère tous les échauffements, etc., etc. Donc c'est de nouveau lui qui va tout dicter, là où Xabi Alonso avait ramené son préparateur physique de Leverkusen. C'est un choix de la direction, c'est pas forcément un choix d'Arbeloa, même s'il était d'accord avec ce choix, c'est vraiment un choix de la direction qui a aussi ramené l'ancien chef, on va dire, du service médical, parce que c'est une vraie préoccupation, ce sujet des blessures qui fait énormément de mal à l'effectif et au Real Madrid depuis, on va dire, le début de la saison dernière. Ils ont absolument envie de retrouver un effectif qui est au niveau physique et où il y a surtout beaucoup moins de pépins physiques et de blessures. On va rappeler quand même les enjeux pour le Real Madrid dans les jours à venir. C'est ce que disait d'ailleurs Charlie Tange, qu'il y a l'élimination en huitième de finale de la Copa del Rey, mais attention au faux pas possible face à un 19e de Liga qui est l'Levante, et là ce serait catastrophique comme début forcément pour Arbeloa. On rappelle que le Real va affronter donc Levante demain à 14h, samedi à 14h, puis Monaco, réception des deux clubs, Levante puis Monaco en Ligue des Champions pour la fin de la phase de saison régulière. Ça sera mardi, et ensuite il y aura 2 déplacements à Villarreal puis à Benfica, de nouveau en Ligue des Champions mercredi 28. Le Real qui est actuellement 2e de Liga à 4 points du Barça, le leader, et 7e en Champions League avec 12 points, mais qui a de la pression puisque derrière ça pousse avec l'Atlético, avec Liverpool, avec Dortmund, avec Tottenham notamment, ou encore Chelsea, pour aller chipper une place dans le top 8 de cette Ligue des Champions. On évoquait la presse tout à l'heure sur le cas Arbeloa. Marca, AS, Edgar lui ont reproché certains choix, mais tu disais que pour l'instant c'est vrai que on est relativement pour l'instant sur un côté comment dire, on est en pause en fait par rapport au jugement à faire sur Arbeloa, ou au contraire on est plutôt destiné à parler déjà de succession et de dire que ce n'est qu'un simple intérimaire. Ce que disait Charles était très juste dans l'analyse de cette première défaite. Effectivement, c'est pas une bonne nouvelle pour Arbeloa, mais personne n'est en train de se dire que ce qu'on a vu face à Albacete avec un effectif largement remanié, c'est ce que va proposer Arbeloa tout le reste de la saison. Donc effectivement, pour l'instant, les regards sont plutôt portés sur les joueurs et sur la direction. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a déjà quelques noms d'entraîneurs qui circulent, ou en tout cas, on se demande ce qui va se passer à la fin de la saison. Arbeloa a un contrat qui va plus loin que cet été, mais il faudra forcément des résultats, il faudra forcément être convaincant pour pouvoir continuer plus loin que cet été, et s'il n'est pas convaincant, personne ne serait surpris de voir peut-être un nom un petit peu plus connu du grand public, et surtout qui a déjà fait ses preuves au très très haut niveau arriver cet été. La difficulté, c'est que c'est quand même très très compliqué d'attirer les entraîneurs aujourd'hui, qu'il n'y en a pas non plus 500 000 sur le marché, et qu'ils savent que c'est une tâche très compliquée d'arriver au Real Madrid. Donc c'est une situation difficile, et à Arbeloa maintenant d'en profiter pour pouvoir continuer sur le long terme avec cette équipe-là. Est-ce qu'on sait comment il est perçu au sein de la Maison Blanche, notamment par le président Florentino Pérez, ou c'est assez flou à ce niveau-là? S'il a été choisi, c'est qu'il a la confiance de la direction. Alors ça peut paraître bateau comme ça, mais par exemple Xabi Alonso n'avait pas la confiance du club entier.
Donc, s'ils ont choisi Arbeloa, moi je suis persuadé que c'est aussi parce qu'ils avaient envie d'avoir un homme avec qui ils savaient qu'ils pouvaient échanger et surtout qui avait la même vision du Real Madrid et de ce que représentait le Real Madrid qui était sur la même page que par exemple sur le retour de Pintus, parce que Xabi Alonso lui ne voulait pas le retour d'Antonio Pintus à ce poste-là. Donc ça a aussi été un facteur déterminant dans la nomination d'Arbeloa. Donc je pense après que sur les qualités d'entraîneur d'Arbeloa, évidemment il a une très bonne réputation à Madrid, mais ça va surtout se construire dans les prochaines semaines et je pense que la direction va rapidement se faire une idée de ok, ce gars-là on peut continuer sur le long terme, ou alors il faut vraiment qu'on se projette sur d'autres entraîneurs. Charlie Tange, est-ce que Arbeloa peut résister, survivre à la pression dingue d'être sur le banc du Real Madrid? Pas simple, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le Real Madrid est un club qui ne se coach pas comme les autres. S'il est bon dans son management et qu'ils ont des résultats, il sera validé par les joueurs, donc automatiquement validé par Florentino Pérez. Autrement, s'il est un peu plus clivant, comme ce fut le cas de Xabi Alonso, qui est un profil caractériel, assez rigide et distant, il durera pas. Voilà ce que j'en pense. Arbeloa qui devrait rester sur le banc madrilène jusqu'à l'issue de la saison, mais encore une fois ça dépendra aussi des résultats. Il y a forcément une énorme rumeur qui circule depuis plusieurs jours, c'est celle de Jürgen Klopp qui a été interrogé d'ailleurs et qui a répondu sur une chaîne autrichienne Servus TV s'il était intéressé pour reprendre le Real Madrid maintenant ou à l'été 2026. La réponse de Klopp: cela n'a rien à voir avec moi et cela ne m'affecte en rien, a-t-il déclaré, notamment après l'éviction de Xabi Alonso. Klopp, là aussi, il y a un triangle formidable de Liverpool qui plane au-dessus du Real Madrid. Mais la question, Edgar, par rapport à Klopp, c'est le choix peut-être de l'Allemagne, si jamais il y a une mauvaise Coupe du Monde, ou le choix du Real, si ça se propose durant l'été. Et s'il est intéressé, évidemment, mais on sait qu'il y a déjà eu des liens par le passé avec le Real qui était forcément intéressé par Jürgen Klopp. Et s'il a envie de revenir aussi à un poste d'entraîneur, on sait qu'il a son projet aussi avec Red Bull qui a priori lui plaît énormément. Donc ça va être, je pense qu'il a les cartes en main finalement, parce que c'est un entraîneur très respecté, parce qu'il a montré toute sa qualité à Liverpool et effectivement, si Klopp se montre candidat pour ce poste-là, je pense que le Real Madrid pourrait être à même de le choisir. Et je pense, et là je pose aussi la question à Charles, mais je pense que quand tu as connu Liverpool, il y a peu de clubs dans le monde qui ont autant d'exigences, on va dire, que des clubs comme Liverpool. Donc je pense que d'avoir connu Liverpool, comme d'ailleurs l'a connu Arbeloa et Xabi avant lui, d'avoir connu Liverpool, ça aide aussi peut-être à faire la transition avec le Real Madrid, comme ça peut aider d'avoir été à Manchester United, au Bayern Munich ou même à Milan sur beaucoup de périodes. Charles, Klopp, c'est l'un des seuls rares profils à pouvoir assumer un tel poids d'être sur le banc du Real. Ouais, mais déjà, il va falloir le faire venir. Mais je pense de toute façon, Klopp, c'est un bâtisseur. On voit ce qu'il a fait à Liverpool. Il a mis des coups de balai à foison, à tout va, avant de décrocher le Graal. S'il va au Real, il va falloir aussi, je pense qu'il imposera ses conditions à devoir se séparer certains joueurs et faire venir d'autres pour construire une vraie équipe. Et je pense pas que Real, ce soit possible. En tout cas, au Real actuel, je pense pas que ce soit possible. Je le vois pas signer là-bas. Ce serait une bonne chose pour eux, parce que c'est un entraîneur qui est capable de bâtir, de construire. Mais au Real, le problème, c'est que t'as pas le temps. Donc, c'est un vrai dilemme. La gestion des égos, la pression des résultats, l'ombre de Klopp. Il suffit maintenant de répondre à la question qu'on se posait dans cet After Espagne en un mot. Edgar Grollo, Arbeloa, simple intérimaire du coup? Je pense qu'il va falloir vraiment un beau retournement de situation et une très très belle réaction pour qu'il puisse continuer la saison prochaine. Charlie Tange, Arbeloa, simple intérimaire? Oui, simple intérimaire. Je pense qu'à terme, le Real se tournera vers un profil un petit peu plus clinquant. Ben merci beaucoup. Edgar. Ce que disait Charles sur Arbeloa est très très juste. Merci. Si tous les joueurs sont derrière lui, je pense qu'il peut continuer. Voilà. Il continuera.
il aura peut-être l'immunité, effectivement. Merci beaucoup, Charlie Tange, d'avoir été avec nous dans l'After Espagne. Et bon match ce soir face au FC Rouen. Merci. C'est le choc en national. Merci beaucoup, Charles. Merci, Edgar. Merci, les gars. On te retrouve bien sûr sur À très RMC pour parler du championnat espagnol.